Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce talk Extreme Stack. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'automatisation en mode hardcore. Donc, bonjour à tous, et sans transition, je voulais vous partager, je m'appelle Aurélien Maury, et je voulais vous partager cette citation de Nick Jackson, qui est principal développeur advocate chez HashiCorp. Que serait une bonne conférence sans une démonstration technique inutilement risquée? Et donc, je vais devoir commencer par lancer immédiatement une commande, et on verra ensemble au cours du talk ce qu'elle fait. Voilà, ça démarre. Donc moi, je suis CTO chez Whiscale. Donc Whiscale, c'est une société qui a été créée en 2015, qui regroupe aujourd'hui plus de 50 consultants sur Paris, Nantes et depuis toute la France en full remote. Et donc on intervient en accompagnement sur de la mise en place d'infrastructures automatisées, que ce soit sur du cloud public, du privé ou dans le monde des conteneurs. Et on a également une activité de formation institutionnelle où on dispense des formations sur les technos qui nous intéressent à mettre en place chez nos clients. Et je vais commencer en vous racontant un petit peu l'histoire de pourquoi je fais ce talk aujourd'hui. Il était une fois la société Cofreo, qui est un leader de la digitalisation des contrats de travail et qui souhaitait faire évoluer son SI vers le monde de la conteneurisation. Donc, assez naturellement, il y a eu des questionnements en interne sur plutôt Cube ou la stack Nomad. Donc, les constats en fait reviennent un petit peu sur ceux qui ont été évoqués par Alain dans le talk sur les web radios, à savoir que Kubernetes, pour un contexte comme celui de Cofreo qui est sur du on-prem, en fait, la charge d'administration a été jugée un peu trop complexe. Il y avait une forte envie d'aller vers Vault parce que c'est vu comme le standard de facto aujourd'hui pour la gestion des secrets, du chiffrement en mode cloud natif. Et le fait d'avoir du MTLS natif avec Consul Service Mesh, c'est quelque chose qui était très séduisant, notamment pour une entreprise qui gère des contrats, donc des documents qui ont des valeurs légales. C'est important de pouvoir afficher à ses clients finaux qu'on fait le maximum d'efforts pour assurer la sécurité des documents. Et également, un dernier point qui est intéressant, c'est que Nomad ne gère pas que des workloads conteneurisés, et donc potentiellement, cette caractéristique-là pouvait faciliter la transition d'un monde à l'autre pour aller en douceur vers le monde des conteneurs quand on n'est pas encore conteneurisé. Et donc le choix en sortir des ateliers de R&D, ça a été d'aller vers une stack complète HashiCorp en version open source pour démarrer et essayer de transformer l'essai, pouvoir valider que l'hypothèse de partir sur une stack HashiCorp complète pouvait fonctionner. C'est dans ce cadre-là que Whiscale est entré en scène, donc c'était mi-novembre dernier, pour accompagner Cofreo avec de l'expertise et co-construire la prochaine prod de Cofreo. Donc merci de poser la question. Le projet avance bien et aujourd'hui on est à la veille du premier microservice qui va basculer sur la nouvelle plateforme pour pouvoir faire vraiment des observations en production et faire interagir ce premier microservice avec tous les anciens microservices qui sont sur l'ancienne plateforme et avoir une prod hybride et ensuite pouvoir migrer petit à petit. Mais on s'est dit, mais tiens, on a quand même pas mal bossé, on a appris pas mal de choses sur les différents tutoriels fournis par HashiCorp, on a été obligé de composer, d'automatiser certaines parties qui n'étaient pas forcément évidentes, et en discutant, en fait, Cofreo et Whiscale sont tombés d'accord sur le fait que ce serait intéressant d'open sourcer le toolkit d'automatisation qui sert maintenant à gérer la nouvelle production. Donc aujourd'hui, on en est à la tech preview, donc il y a encore beaucoup de travail pour mériter le titre de projet open source, mais aujourd'hui, je vais vous faire la démo qui est déjà en train de tourner, qui chauffe. D'ailleurs, normalement, voilà, ça va bien s'exécuter. Les yeux les plus aiguisés ont remarqué que c'est du Ansible, mais je vais revenir là-dessus.
Et donc voilà, ça va devenir une collection Ansible qui sera publiée sous licence MIT et qui pourra servir à d'autres à reproduire une stack complète HashiCorp. Ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà les plans, comment on a prévu les choses, faire un petit peu le tour du propriétaire une fois que la plateforme aura fini de monter, déployer le fameux Count dashboard que vous connaissez peut-être si vous traînez sur les tutoriels HashiCorp, et voir ensemble les leçons les plus importantes qu'on a apprises durant cette expérience et ce qu'on projette pour la suite de cette base de code. Alors, non, il n'y a pas l'URL du projet, je vous la donnerai à la fin. Et je ferai une publication, je vous le signalerai juste après le talk sur le chat. Les plans. Alors, la promesse, quand on va sur le site web d'HashiCorp, c'est ça. Alors déjà, c'est tout sauf un diagramme d'architecture ou un high-level design. C'est un truc à millefeuille, super clean, où en 4 couches, on a quelque chose de génial et qui permet de se déployer chez n'importe quel cloud provider. C'est ultra clean et vraiment, ça fait envie. Et dans cette optique-là, le Graal, en fait, qu'on recherche, c'est d'avoir cette interaction entre Nomad, Consul et Vault, où on va avoir Nomad qui exécute des Ingress Gateway Envoy qui vont gérer en fait l'entrée de nos flux à l'intérieur du cluster. Ces entrées de flux vont être configurées à la volée par Nomad qui déploie des entrées de configuration dans Consul, et Consul qui va aller piloter les Ingress Gateway pour ouvrir les flux. Et également piloter Vault pour que Vault génère des certificats à durée de vie courte et établisse des tunnels en mutual TLS entre notre job d'Ingress Gateway et les différents jobs qui vont être lancés par Nomad, donc les jobs applicatifs. Les objectifs qu'on s'est fixés pour cette publication de code, c'est déjà d'automatiser un premier cas d'école qui soit reproductible, donc qui puisse, sous réserve d'avoir matché toutes les préconditions, être reproduit par n'importe qui à l'extérieur de Cofreo ou d'Wiscal. Minimiser l'usage des services managés. Là, la logique, c'est qu'on veut surtout avoir quelque chose qui soit portable d'un cloud provider à l'autre et également qui fonctionne on-prem, puisque c'est le premier cas d'utilisation vers une prod, ça va être celui de Cofreo, donc du on-prem. Donc déjà, tout ce qui va être à base de services KMS, on oublie, voilà, on va se contenter de la partie réseau, VM, et Security Group, puisque ça, c'est des choses qui peuvent facilement se compenser sur des environnements on-premise. Et également, le fait de conserver tous les secrets de Bootstrap sur la machine de contrôle. Donc, c'est la machine qui va lancer la procédure de création. Donc là, en l'occurrence, sur celle-là, c'est ma machine à moi. Et là, il y a un certain nombre de secrets, de root tokens qui vont être créés, notamment à l'Unseal de Vault ou au Bootstrap des ACL de Consul et de Nomad. Ces root tokens doivent rester sur ma machine. Le but du jeu, c'est qu'on puisse après les externaliser sur une clé et les mettre au coffre une fois qu'on aura fait tous les setups pour pouvoir fonctionner en moindre privilège. Le cas d'école sur lequel on s'est penché, c'est celui-là. On a fait le choix de Scaleway, parce qu'en l'occurrence, ça marche bien et c'est relativement simple. Et il y a un connecteur Terraform. Donc, on a 3 masters qui vont avoir colocalisé les masters de Vault, de Nomad et de Consul. Une partie qu'on a appelée Minions avec les Envoy, donc enfin au moins les binaires Envoy puisqu'ils ne sont pas encore lancés, mais les binaires Envoy, les clients Nomad et les clients Consul. Et on a une petite machine à côté, à droite, qui est le contrôleur avec un bind 9. L'idée, c'est que cette machine contrôleur, en fait, est autorité DNS sur le domaine que constituent ces machines. Donc, pour que toutes ces machines puissent se retrouver, et là, en l'occurrence, le setup est basé sur... il est ouvert sur Internet. Donc,
cette zone DNS, elle est publique, et donc il y a une délégation de sous-domaines vers ce contrôleur qui est fait également à la volée par l'automatisation. Et ce contrôleur, on va discuter avec Let's Encrypt pour obtenir des certificats. On a fait le choix de faire un certificat wildcard qu'on va distribuer sur l'ensemble de nos machines de façon à avoir à chaque fois le hostname, le domaine, et que tout le monde puisse se partager le même certificat pour plus de simplicité dans ce premier cas d'école. Alors, j'ai coupé court tout de suite à une première question qui est oui, mais il y a déjà des rôles Ansible qui installent Nomad, Consul, Vault. Pourquoi est-ce qu'on les réutilise pas? Alors déjà, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on avait besoin de construire de l'expertise en interne, même s'il y avait déjà eu de la R&D chez Cofreo. C'est une stack qui est quand même un petit peu complexe pour tout aligner, toutes les recommandations typées prod sur l'ensemble des composants. Et en fait, on avait plus envie de construire de l'expertise sur Consul, Nomad et Vault plutôt que sur la manipulation d'un rôle qui n'aurait pas été codé par nous. Auquel cas, on se retrouve plus à apprendre comment le piloter qu'à apprendre comment piloter le middleware qui est en dessous. Il y a également un autre argument qui nous a fait pencher dans ce choix-là, c'est que en intro de ces rôles-là, c'est noté noir sur blanc que en fait, ces rôles sont plus une orientation de setup, mais qu'il n'y a pas spécialement d'énergie qui est investie sur le fait de coder des procédures de maintenance. Et ça fait partie des choses qui vont arriver bientôt, alors qu'ils ne sont pas encore dans la tech preview. Mais pour nous, le but du jeu, c'est d'avoir des playbooks qui permettent de gérer les backups, les restores, de gérer le changement de topologie d'un cluster, etc. Notre boîte à outils est constituée, donc je l'ai déjà dit, de Ansible et de Terraform. Donc pour la partie orchestration, c'est Ansible qui va être notre point d'entrée. Tout ce qu'on fait au sein de ce projet, il démarre par un playbook Ansible. Quand il y a du Terraform, le Terraform est piloté par le module Terraform de Ansible. C'est également avec Ansible qu'on va gérer notre référentiel de variables. Donc, on oublie tout ce qui est fichier tfvar ou génération de lignes de commande avec des -var ou des varfiles. On n'utilise que le module Terraform pour piloter Terraform, et donc toutes nos variables, on les gère au format Ansible et on les range dans des groupes var ou dans des hosts. Et Ansible va également nous servir pour pouvoir automatiser des tests de validation de la plateforme. Donc une fois que on a une plateforme qui est live, on va pouvoir aller interroger les API pour savoir si oui ou non on a bien la bonne réponse HTTP sur le bon endpoint avec la bonne validation. Après, Ansible, c'est très bien pour automatiser du procédural sur un ensemble de machines, etc. Mais Terraform est beaucoup plus fort que Ansible pour gérer de la discussion avec des API et le cycle de vie de ressources. Donc, en fait, on va l'utiliser pour ce qu'il sait faire le mieux, le cycle de vie de l'infrastructure et les configurations par API. Donc, il y a des connecteurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a des connecteurs Terraform vers les API de Vault, de Consul et de Nomad. Et c'est donc Terraform qui va nous servir pour aller créer les objets de configuration et s'assurer qu'on a des policies, qu'on a des tokens. Et par contre, ces tokens, une fois qu'ils sont créés via Terraform, nous, on va les redescendre dans le référentiel de variables Ansible, de façon à pouvoir les réinjecter dans différents jobs ou dans la configuration d'autres démons. Terraform nous sert également pour la partie déploiement des jobs nomades. Alors, ça peut paraître un petit peu étrange. Aujourd'hui, Nomad, c'est un projet qui continue à évoluer et il y a certains types de déploiements qui nécessitent d'avoir des entrées dans la configuration Consul. Donc, pour un déploiement applicatif, de discuter avec les API de Nomad et de Consul.
Le fait d'avoir comme ça ces 2 points d'entrée, c'était un petit peu déstabilisant pour nous d'avoir 2 actions et donc en fait, on a encapsulé ça à l'intérieur de Terraform de façon à ce qu'en un Terraform apply, on obtienne bien un déploiement cohérent sur Consul et Nomad et que quand on fait un destroy, en fait, on ne risque pas d'oublier des clés de configuration dans Consul. Alors la chorégraphie générale de l'outillage, en fait, on a repris un petit peu les étages du millefeuille, histoire d'avoir quelque chose qui soit appréhendable par, encore une fois, par les gens qui n'auront pas participé au montage initial du projet. Donc la première couche, c'est la couche core. Donc c'est là qu'on va gérer le cycle de vie de nos serveurs. Et ensuite, on va s'appuyer comme ça, successivement. Donc Vault s'appuie sur la partie infrastructure, Consul s'appuie sur Vault, et Nomad s'appuie sur Consul, Vault et le reste. Je passe un petit peu parce qu'on va zoomer tout de suite. Donc dans cette partie core, on va gérer nos VM, on va également gérer tout ce qui est réseau. Aujourd'hui, sur le cas d'école, on est sur des VM qui sont toutes ouvertes sur Internet. Alors, toutes ouvertes, modulo les security groups qu'on pose dessus, et le firewalling système qui est appliqué sur chaque node. Mais par contre, elles ont toutes une IP publique natée sur leur interface réseau privée. Il y a également toute une partie OS, où là, on va s'occuper d'avoir un système à jour, bien patché, et d'installer tous les prérequis nécessaires pour que Vault Consul Nomad puisse s'exécuter correctement. On est basé sur une Debian stable, c'est comme ça, il fallait bien commencer quelque part et que c'était notre choix. Et on a également, je vais revenir dessus aussi, une partie DNS Resolver local. C'est assez important, je vais revenir encore dessus, mais je vais le dire tout de suite. Dans une stratégie de certificat et de gestion d'un cluster, avoir la maîtrise des adresses, enfin de la résolution des adresses, c'est quelque chose qui est très important pour se faciliter la vie. Et la partie DNS, donc, qui va concerner principalement le host qu'on avait tout à l'heure à droite sur le schéma, donc le contrôleur de domaine, lui, il va, donc dans cette partie d'automatisation, on va lui déléguer un sous-domaine pour la démo, un sous-domaine de Whiskel.fr, et on va gérer les adresses des masters, des minions, sur l'ensemble de notre zone. Alors, on verra après aussi, j'ai fait des CNAME pour se faciliter la vie, pour accéder après aux interfaces de Nomad, en répartissant, enfin pour que ce soit le DNS qui fasse du round robin sur les différents nœuds, etc. Et il y a également l'automatisation de tout ce qui est gestion des certificats. Aujourd'hui, dans cette démo, c'est des certificats Let's Encrypt avec un challenge DNS. Puisqu'on maîtrise notre zone, autant se faire plaisir. Ça me paraissait plus sympa qu'un challenge HTTP plus classique. Et donc, on va récupérer un certificat wildcard qui, lui, va être généré du coup, directement sur le host controller. On va le récupérer via Ansible et le distribuer à toutes les autres machines de notre cluster, de façon à ce qu'il puisse servir de pierre angulaire pour la partie certification des services. Sur la couche sécurité du millefeuille, on passe sur Vault, avec donc, la partie installation qui n'est pas forcément ultra sexy, hein, c'est l'installation via les packages officiels. On intègre les repos Debian de HashiCorp, on fait apt install et ça se passe très bien. On va récupérer les certificats dont je parlais avec Let's Encrypt pour servir pour protéger les API. Et on a codé une partie auto-unseal. Alors, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Quand Vault démarre, donc pour ceux qui n'ont jamais manipulé, hein, quand Vault démarre pour la première fois, en fait, toutes les API sont fermées, il est scellé. Et il y a besoin de faire une cérémonie avec plusieurs administrateurs système, normalement, qui vont chacun récupérer une partie d'une clé et venir la rentrer dans Vault pour que, quand le quorum est atteint, Vault soit décellé et que les API soient rendues disponibles.
Comme c'est une cérémonie qui est un peu fastidieuse, dans Vault, il y a toute une série de mécanismes d'auto-unseal qui se basent la plupart sur les services managés des cloud providers orientés sécurité. Donc, tout ce qui va être key management system dans Amazon, dans GCP, dans Azure, on peut configurer Vault pour qu'il aille s'appuyer sur ces key management system et se décèle tout seul, comme un grand. Alors nous, ça ne nous convient pas parce qu'on veut du on-prem, on ne veut pas de service managé. Pour ça, il y a un dernier mécanisme d'auto-unseal qui est disponible dans Vault et qui consiste à avoir une instance de Vault à côté de notre cluster mononœud et qui, elle, va fournir du KMS, du Key Management System, pour que notre cluster en lui-même puisse se déceler. Ça nécessitait d'avoir une machine temporaire, supplémentaire. Ça ne tentait pas. Du coup, on a automatisé la procédure avec Ansible, comme si on était X sysadmin qui récupérait chacun leur bout de clé et qui le rentrait, et ça se passe très bien. Donc on fait de l'auto-unseal sur place. Une fois que le Vault est décédé, on va récupérer du coup le root token qui nous permet de commencer à configurer avec les API. Et donc, il y a cette partie policies qui, elle, est déléguée à Terraform, où on va venir créer nos policies de moindre privilège à destination de Consul, de Nomad, et récupérer les tokens pour pouvoir les distribuer dans la configuration de nos différents nœuds. Sur la partie Consul, installation, dans la configuration, ce qui va nous intéresser, c'est d'activer tout ce qui est Service Mesh et de s'appuyer sur Vault en tant que Certification Authority. Par ce mécanisme-là, c'est ça qui fait que quand Nomad demandera à Consul de créer des tunnels sécurisés, en fait, Consul va déléguer à Vault la génération des certificats à durée de vie courte. Et une dernière partie policy qui permet, du coup, via Terraform, de créer la politique de moindre privilège avec les access control list corrects. Et on va récupérer encore une fois les tokens, toujours sur la machine de contrôle, pour pouvoir redistribuer à tout le monde. Et sur le runtime, en fait, c'est assez classique. Là, à ce stade-là, Nomad, en fait, ce qui vient avec cette étape Nomad, ça va être aussi l'installation des conteneurs runtime, donc Docker, et du binaire Envoy qui va nous servir pour faire nos ingress sur le cluster. Alors, c'est là que on espère que tout soit terminé. Ça s'est bien passé sans erreur. Donc voilà ce qu'on a fait. Ça a duré 19 minutes. Ça veut dire qu'il faut que j'accélère un tout petit peu sur le blabla. Pour rappel, ce qu'on a fait, c'est make, core, vault, consul, nomad. J'espère que ça vous rappelle quelque chose. C'est les tâches de notre millefeuille. Donc là, à la volée, on a créé, mais bien sûr, ça ne pouvait pas se passer autrement. Donc, je vais passer sur ma plateforme de backup au cas où, histoire de... Voilà, on pourra en discuter par chat après si vous voulez. Donc ça, c'est celle que j'ai montée dans la nuit, juste au cas où, parce que j'ai pas de vidéo de backup, mais j'ai une plateforme de backup. Et donc, ce qu'on va retrouver dans Nomad, c'est nos 3 nœuds, nos 3 serveurs, et donc on a le consul qui vient avec, le vault qui vient avec, et en fait, si on veut se loguer sur notre vault, en fait, on va aller dans notre projet et se retrouve dans nos groupes vars. On a une partie secret, et tous ces secrets là, en fait, c'est ce qui ont été générés pendant la procédure automatisée. Donc on a une partie unseal et on va récupérer notre root token. Et ce qu'on va voir, c'est que là, on a notre PKI racine. Donc ça, c'est le root certificate qui va servir pour notre service mesh. Le certificat intermédiaire, donc c'est celui-là, il va servir pour notre service mesh, et celui-là, en fait, il a une durée de vie moyenne. Alors, ce qui sert pour faire les tunnels va avoir une durée de vie très courte.
Le certificat intermédiaire, lui, va avoir une durée de vie plus longue, et le root CA qui a servi à générer le certificat intermédiaire, c'est celui-là en fait qu'on va truster au niveau du système pour s'assurer que les certifs ne nous lèvent pas des alertes HTTPS insecure. Ce qu'on va retrouver également dans la partie ce coup-ci Jobs, c'est ce que je vous avais promis, l'application Kunstdash qui fait partie des tutoriels sur learn.hashicorp.com, et un Ingress Gateway. Donc là, si on se concentre sur celui-là, on va pouvoir aller se balader par ici, regarder les allocations récentes de... Alors on va aller sur le dashboard. Donc il y a deux composants, il y a une partie front qui est le dashboard, et il y a une partie back qui est l'API. Donc les allocations récentes de notre dashboard nous montrent que en fait, il y a du HTTP qui est bindé sur le port 9002. Alors j'ai fait exprès de vous l'exposer. Le port 9002, donc il permet de bypasser l'ingress. Donc on va se retrouver avec du... Je vais copier tout ça. Hop. Sur le port 9002, il est possible qu'il y ait des ratés parce qu'il est exposé que sur un seul nœud. Non, je suis tombé sur le bon direct. Et ce qu'on voit ici, c'est le petit connected qui prouve que le Kun Dashboard arrive bien à communiquer avec le composant derrière qui est l'API. Et sur notre partie service consul, ben, ce qu'on voit, c'est que notre dashboard service, il est bien in service mesh with proxy and gateway. Et donc, il communique avec le Kunt API service in service mesh with proxy. Donc, en fait, la communication entre les deux passe au travers de ce connect proxy count service qui est instancié par Nomad de façon, enfin, grâce à la conf de job. Et donc, en fait, dashboard communique avec l'API via un port local qui est un binding vers ce proxy, et ce proxy mène au proxy de l'API service qui lui-même discute avec l'applicatif. Alors pourquoi je vous ai emmené en direct via le port 9002 alors que j'ai parlé d'Ingress? En fait, c'est pour voir ça, puisque j'ai bien dit qu'on était early et tech preview, et il se trouve que si on veut aller sur l'Ingress, on peut également, mais l'Ingress, il ne gère pas encore le WebSocket. Mais quand ça va gérer le WebSocket, je serai le premier ravi de pouvoir voir s'afficher du vert ici. Donc je vais garder l'exemple de code, mais on va certainement assez rapidement avoir une autre appli de démo qui permette de bien montrer la communication, mais qui ne sera pas en WebSocket pour l'instant. Et alors, si je vous emmène sur la partie déploiement, du coup, on a une partie Terraform. Et c'est ici, en fait, qu'on va venir gérer nos connecteurs Consul et Nomad. Et en fait, il se trouve que c'est ici, voilà. Aujourd'hui, pour avoir des listeners HTTP, il y a aussi besoin d'avoir des entrées de conf dans Consul pour aller piloter les services default. Et donc, c'est pour ça que c'est la justification du pourquoi Terraform et pas juste un job nomade avec un nomad run. C'est pour avoir cet effet de double connexion et d'avoir une action qui soit cohérente sur les deux API. Côté job, ça nous donne ça. Alors tout ça, entre guillemets, vous pouvez le retrouver de façon classique dans la doc. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est plus cette partie service, où on a la définition de Consul Connect avec le sidecar, le proxy, et la partie upstream, donc qui dit ramène-moi sur le port 80 le service qui s'appelle Kunt API. Donc ça, c'est ce que le dashboard va consommer. Et le service Kunt API, en fait, il correspond à cette partie service dans la partie du groupe la partie du job qui concerne le groupe API.
Notre définition d'ingress, elle est un poil plus verbeuse pour l'instant, mais voilà, ça va être, entre guillemets, juste d'avoir un job à part avec une définition de service. Ici, on a notre binding vers l'extérieur. On a fait le choix de rester en mode bridge pour avoir vraiment un maximum d'isolation et gérer finement quel port est exposé. Et dans cette partie service, on a la définition de connect. On va ouvrir une gateway avec un ingress listener en HTTP. La partie HTTPS, d'après ce que j'ai lu, est aujourd'hui possible. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer des certificats pour que Envoy puisse les récupérer dans la conf de consul et les exposer sur les ingress, donc au plus près des utilisateurs. Et on a bien quand même le côté ségrégation du service de destination en fonction des hostnames qui vont être demandés par l'utilisateur sur l'IP. Je reviens sur le track principal. Le point d'étape qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a Ansible et que notre millefeuille se monte avec grosso modo 10 minutes d'exécution sur la partie infra, 4 minutes sur le Vault. C'est la partie séquençage du unseal qui prend un petit peu plus de temps. Et 2 minutes pour consul, 2 minutes pour nomad. Ça, monter sur Scaleway, ça prend voilà, environ 20 minutes. Ce que je voudrais partager avec vous de cette expérience, c'est déjà que la boîte à outils, elle est validée. Utiliser Ansible comme point d'entrée, plutôt que Terraform comme point d'entrée, qui lancerait du Ansible une fois les machines montées, en fait, ça ouvre beaucoup plus de possibilités, parce qu'on a la possibilité de gérer des pré-tasks et des post-tasks, donc en amont et en aval de l'action Terraform. Donc, on peut potentiellement aller se sourcer sur d'autres sous-systèmes ou avoir des interactions avec notre utilisateur pour le prompter avant de lancer du Terraform, et on peut aller faire du traitement sur les outputs après Terraform. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Le module Ansible Terraform marche de feu. Et du coup, ça me donne accès de façon ultra simple à tout le référentiel de variables Ansible, y compris tous les facts qui sont collectés sur les machines pour nourrir Terraform. Et par contre, le move gagnant, c'est d'avoir la notion de workspace de Terraform, donc la partie isolation des instantiations de Terraform, de faire descendre cette notion de workspace sur l'ensemble de notre projet, et donc de l'appliquer également à Ansible en utilisant une variable workspace, tout simplement, qui va être notre référence pour isoler toutes nos variables et également à transmettre à Terraform pour que le même nom serve de quelque part de conteneur sur l'ensemble des variables de notre cluster. Je vous encourage à vous appuyer sur le système. Je suis un fervent adepte du chemin de l'emmerdement minimum. Si vous ne voulez pas vous retrouver à être explicite et très verbeux dans la configuration de tout, en fait, le mieux, c'est de configurer vos systèmes pour que le comportement par défaut corresponde à ce que vous attendez. Sur ce projet-là, ça représente plus de 50% des efforts, c'est la couche core et le réglage du système pour que tout se passe bien de façon transparente et qu'on n'ait pas à chaque fois à dire -ca file égale ce chemin qui n'est pas standard, -, DNS sur un port qui n'est pas standard, etc. Automatiser et tester, on va le faire qu'une fois, c'est pas une bonne excuse. Il y a trop de couches et risques d'erreur pour pouvoir se passer d'automatisation, parce qu'on veut pouvoir tester, reset et recommencer à l'infini. Et de toute façon, vous allez le faire plusieurs fois, puisque a priori, vous allez au moins gérer une instance hors prod. Avoir une stratégie de certification. Demandez-vous le plus tôt possible comment est-ce que vous allez gérer vos certifs pour démarrer et certifier vos machines. Est-ce que vous voulez du wildcard? Est-ce que vous en voulez un par host? Est-ce que c'est un CA privé, public, géré par une autre équipe? Ça peut avoir des contraintes aussi. Quand et comment sont-ils renouvelés? Qui va vous rappeler que dans un an, il faut renouveler les certifs avant que votre prod tombe en carafe? C'est important de vous poser ces questions-là tôt. Et encore une fois, si vous appuyez sur des CA privés, ajoutez-les au trusted CA du système. Donc,
Comme ça, il n'y aura pas d'option moment insecure ou moment exception. Vous les ajoutez au trusted du système et il ne vous posera plus de questions. C'est toujours le DNS, résoudre les problèmes résoudre les services consuls de façon transparente depuis la ligne de commande, sans avoir à dire merci d'aller faire ta requête DNS sur le port 8600 pour la zone consul. C'est très confort et pour ça, il faut installer un résolveur local. Ça vous donnera plus de maîtrise sur ce qui est fait et sur où une machine va partir, enfin une requête va partir en fonction du hostname qu'elle requête. Les projections pour notre petit projet actuel, c'est déjà de devenir un vrai projet open source, puisqu'il y a des standards à respecter. Hein, donc, il faut de la doc, il faut du code reproductible, il faut que ce soit publié, il faut éventuellement avoir une CI, etc. Documenter intégralement le cas d'école. Aujourd'hui, on est en tech preview à peine sèche. On va documenter et fournir des tutos et ajouter les fameux playbooks de maintenance qui vont être nécessaires pour faire vivre une instance qui aurait été déployée avec ce toolkit-là. Donc c'est une affaire à suivre. Je vous invite sur le compte Twitter, @yeswiskel. Un grand merci à toute l'équipe Cofreo et à mes collègues de Wiskel qui ont participé au montage à la fois du projet en privé et à l'open sourcing. Et je vous remercie de votre attention. Je crois que je suis pile dans les temps.